Vous connaissez ce moment? Quelqu'un vous invite à une soirée le samedi soir et votre premier réflexe, avant même de répondre, c'est de chercher une excuse. Pas parce que vous êtes déprimé, pas parce que vous avez peur des autres, juste parce que, franchement, votre canapé, votre silence et vous, ça vous suffit largement. Si c'est vous, restez là. Cette vidéo va tout changer. Pendant des décennies, la psychologie a mis toutes les personnes qui aiment la solitude dans le même panier inquiétant. Introverti, solitaire, asocial. Et surtout, ce dernier mot, comme si aimer sa propre compagnie signifiait être à deux doigts de devenir le vilain d'un film. Mais en 2016, quelque chose d'intéressant s'est produit dans la recherche. Un groupe de psychologues de l'Université de Buffalo a posé une question que personne n'avait jamais vraiment posée avant. Et si certaines personnes préféraient simplement être seules? Non pas parce qu'elles ont peur des autres, non pas parce qu'elles sont abîmées, mais parce que la solitude leur fait genuinement du bien? Ils ont appelé ce phénomène l'asocialité, et ce qu'ils ont découvert ensuite a complètement renversé ce qu'on croyait savoir. Il y a une immense différence entre se sentir seul et être seul. L'un est une blessure, l'autre peut être un véritable super-pouvoir. Parlons de ce qui se passe réellement dans le cerveau des personnes qui aiment sincèrement la solitude. Parce que ce n'est pas de la poésie, c'est de la neurologie. Premièrement, leur système dopaminergique fonctionne différemment. Vous savez que les personnes extraverties ressentent une grande décharge de dopamine lors des interactions sociales? Les personnes qui préfèrent la solitude ont un système dopaminergique plus sensible. Elles atteignent leur niveau optimal de stimulation beaucoup plus vite. Imaginez la tolérance au piment. Une personne extravertie doit manger un piment entier pour ressentir quelque chose. Une personne qui aime la solitude, une simple pincée, et elle se sent bien pour toute la journée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les gens. Ça veut dire que son cerveau atteint le seuil de satisfaction bien avant. Et une fois ce seuil atteint, chaque stimulation supplémentaire n'est plus du plaisir, c'est du bruit. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, le cortex préfrontal, responsable de la pensée profonde, de l'autoréflexion et de la résolution de problèmes complexes, montre une activité bien plus intense dans les moments de solitude. Ces personnes ne sont pas assises à fixer le mur. Leur cerveau organise une véritable fête intérieure, d'introspection, de créativité, d'élaboration mentale. Pendant que le monde fait du bruit dehors, eux construisent des cathédrales dans leur tête. Écoutez bien ça. Les recherches sur la créativité montrent de façon constante que les idées révolutionnaires naissent rarement dans des réunions de brainstorming ou dans des open space bruyants. Elles naissent sous la douche, pendant des promenades solitaires, à 2 heures du matin quand vous êtes le seul éveillé. Le silence n'est pas une absence. C'est un espace où le cerveau peut enfin s'écouter lui-même. Einstein a accompli ses meilleurs travaux seul. Newton, pareil. En France, Marcel Proust s'est enfermé dans sa chambre capitonnée de liège, boulevard Haussmann, pour écrire À la recherche du temps perdu, l'une des œuvres les plus ambitieuses de la littérature mondiale. Pas dans un salon littéraire, pas en société. Seul, dans le silence, avec ses pensées. Simone de Beauvoir marchait des heures seule dans Paris avant d'écrire. Albert Camus cherchait la solitude de la Méditerranée pour trouver ses mots. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une méthode. Avant de commencer à vous autodiagnostiquer, parce que je sais que la moitié d'entre vous est déjà en train de se dire « c'est exactement moi », faisons un pas en arrière. Il y a une distinction très importante à faire. Choisissez-vous la solitude ou vous y cachez-vous? Parce que c'est une réalité inconfortable. Certaines personnes n'embrassent pas la solitude. Elles l'utilisent comme une armure. Un bouclier contre le rejet, le jugement, la fragilité qui émerge dans les relations humaines. Et il faut être honnête avec soi-même là-dessus. Le psychologue Abraham Maslow l'a formulé ainsi. La solitude saine naît de l'abondance, pas de la manque. Tu aimes être seul parce que tu as créé des liens significatifs et que tu peux les recréer quand tu le veux. Tu ne fuis pas les gens. Tu cours vers toi-même. La question n'est pas « est-ce que tu aimes être seul ?» La vraie question, c'est pourquoi tu aimes être seul. Si dans ta réponse il y a des mots comme « se ressourcer »,« créer »,« penser »,« digérer », tu es probablement dans le territoire de la solitude saine. Si dans ta réponse il y a des mots comme « plus sûr »,« plus facile »,« moins douloureux », il y a peut-être autre chose là-dedans qui mérite qu'on s'y attarde. Ce n'est pas un défaut. C'est juste quelque chose qui vaut la peine d'explorer, avec quelqu'un en qui tu as confiance. Mais revenons à ceux qui sont véritablement heureux dans la solitude, parce que ces personnes ont compris quelque chose que le reste d'entre nous est encore en train d'apprendre. Elles ont compris que être seul ne signifie pas être incomplet. Pensez à la façon dont on parle des relations. Ma moitié, tu me complètes, l'âme sœur.
On a inventé une histoire dans laquelle les gens sont comme des pièces de puzzle brisées qui cherchent désespérément la pièce manquante. Mais les personnes qui aiment la solitude ont regardé cette histoire et ont dit « En réalité, moi je suis déjà un set complet ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la connaissance de soi. Une étude de la chercheuse Bella De Paulo de l'Université de Californie a démontré que les personnes célibataires qui embrassent la solitude ont des liens plus forts avec leurs amis, leur famille et leur communauté que les personnes en couple. Parce qu'elles ne cherchent pas à satisfaire tous leurs besoins dans une seule personne. Elles choisissent. Elles ne s'accrochent pas. Elles ont compris une chose fondamentale. La qualité du temps qu'elles passent seules influence directement la qualité du temps qu'elles passent avec les autres. Quand la solitude vous permet de vous ressourcer, de vous concentrer, de vous clarifier les idées, vous donnez le meilleur de vous-même dans les relations. Vous n'êtes pas épuisé. Vous n'êtes pas plein de ressentiment. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour combler un vide. Vous vous engagez pleinement parce que vous avez passé du temps à votre propre table avant de vous asseoir à celle des autres. Vous n'avez pas tout donné. Donc, vous avez quelque chose à offrir. Il y a un pouvoir immense dans ça. Un pouvoir que la plupart des gens ne comprennent pas. Et qui, en France, a même un nom dans notre tradition culturelle, la présence d'esprit. Cette capacité à être vraiment là, vraiment soi quand on choisit d'être avec les autres. Et voilà quelque chose qui va peut-être vous surprendre. En France, on a une relation particulière avec la solitude, même si on ne la nomme pas toujours ainsi. Pensez au concept du flâneur, cette figure typiquement parisienne qui se promène seule dans les rues, sans destination précise, juste pour observer, ressentir, exister. Baudelaire en a fait une philosophie. Walter Benjamin en a fait un sujet de thèse. Et vous, sans le savoir, vous le faites peut-être chaque week-end. Un café seul en terrasse à regarder les gens passer, une librairie qu'on parcourt sans se presser, un dimanche après-midi avec un roman et une tasse de thé rideau mi-clos. Dans la culture française, ces moments ne sont pas perçus comme une triste solitude. Ils sont presque considérés comme des actes d'élégance. Jean-Paul Sartre écrivait dans les cafés de Saint-Germain, entouré de monde, mais seul dans sa tête, inaccessible. Marguerite Duras disait que l'écriture, c'est aller chercher ce qu'on ne sait pas qu'on sait, et ça ne se fait qu'en silence. Bien avant que les psychologues leur donnent un nom scientifique, les Français avaient déjà compris que certains moments de solitude ne sont pas un manque, ils sont une nécessité. À l'autre bout du monde, le Japon a poussé ce concept encore plus loin, en concevant des restaurants pour une seule personne, des cabines karaoké individuelles, en rendant légitime le fait de chanter seul dans une pièce insonorisée. Pendant ce temps, dans beaucoup d'autres cultures, manger seul au restaurant vous vaut des regards comme si vous confessiez quelque chose de grave. C'est absurde et révélateur. Parce qu'à l'ère où tout le monde attend des réponses immédiates, une disponibilité constante, une connexion permanente, savoir apprécier sincèrement sa propre compagnie est peut-être l'acte le plus anticonformiste qu'on puisse faire. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la résistance douce. C'est choisir la profondeur plutôt que l'agitation. C'est comprendre que la connexion la plus importante, celle avec soi-même, demande du silence, du temps et une certaine forme de courage. Si vous êtes véritablement quelqu'un qui aime être seul, voici votre permission officielle. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas incomplet. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Votre cerveau est câblé pour trouver la paix dans la solitude. Et non seulement c'est acceptable, c'est précieux. C'est une capacité que la plupart des gens ne possèdent pas. Le monde a besoin de personnes capables de penser en profondeur sans stimulation constante, qui connaissent la différence entre connexion et dépendance. Mais assurez-vous d'une chose, examinez-vous honnêtement. Pouvez-vous rejoindre les autres quand vous le voulez? Avez-vous des personnes en qui vous avez confiance? Courez-vous vers la solitude ou fuyez-vous loin des relations? Parce que le rapport le plus sain à la solitude, c'est celui où elle est un choix, pas une défense. La prochaine fois que quelqu'un vous demande pourquoi vous avez annulé ses plans, pourquoi vous préférez lire chez vous plutôt que sortir dîner, vous pouvez lui parler de la sensibilité dopaminergique, de l'activation du cortex préfrontal, du flâneur baudelairien, d'Einstein, de Proust et de toutes les recherches qui montrent que la solitude n'est pas un échec social. La plupart du temps, c'est de l'intelligence sociale. Ou alors, vous pouvez juste sourire et dire « parce que j'aime être seul ». En général, la conversation s'arrête assez vite. Et l'expression sur leur visage? Elle vaut tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur cette chaîne, j'explore les grandes psychologies humaines. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite.